On va compléter, on va créer un algorithme qui va nous permettre de savoir dans quel ordre on traite les informations pour savoir si une série est générale convergent ou de termes général divergents, hein. Donc l'objectif est de déterminer la nature d'une série numérique, hein, que je vais appeler UN. Donc en entrée, on a une série numérique et en sortie, on voudrait savoir si la série converge ou si la série diverge. Alors j'ai une sortie divergente qui va être assez rapide dans le cadre d'études de la condition nécessaire de convergent, et sinon je vais devoir passer par une chaîne d'analyse un tout petit peu plus longue. Donc je me donne une série numérique, UN, et la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que son terme général tend vers 0. Donc UN converge vers 0. Alors, ça, vous vous rappelez, on a appelé ça la condition nécessaire de convergence. Donc une condition nécessaire de convergence, elle peut se transformer en condition suffisante de divergence. Donc on a déjà une première partie, un premier schisme, on va dire, dans la théorie. C'est si UN tend vers 0, il faut continuer l'étude puisque la condition elle était nécessaire mais elle n'est clairement pas suffisante. Par contre, cette condition-là devient une condition suffisante de divergence. Donc si UN ne converge pas vers 0, alors dans ce cas-là, on a une sortie directe vers la divergence. Cette série sera divergente et on avait même dit elle sera divergente grossièrement. Donc là, on a une première sortie, c'est pour ça que je l'ai écrit un peu différemment. Alors la divergence et la divergence grossière, évidemment, c'est de la divergence, hein. Au niveau divergent, il n'y a pas de problème. On dit divergence grossière lorsque le terme général ne tend pas vers 0, donc ça permet de terminer l'étude très rapidement. Donc le premier passage, déjà, c'est effectivement de regarder si le terme général tend vers 0. S'il tend vers 0, il faut continuer l'analyse. S'il ne tend pas vers 0, dans ce cas-là, on obtient une série qui est divergente. Alors, si le terme général tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Alors là, l'analyse va se couper en deux. On va étudier d'une part le cas où la série est à terme positif. Je vais simplement dire il existe un rang n appartenant à n tel que un est positif ou nul si n est supérieur ou égal à n0. Alors j'ai envie de dire positif au sens large, hein. Si elle est négative à partir du rang n0, on sait que dans ce cas-là, on va reprendre le même algorithme avec la suite de termes, enfin avec la série de termes général moins un. Donc là, il s'agit d'avoir l'esprit large. C'est positif, c'est mieux. Si c'est négatif à partir d'un certain rang, on refait la même chose avec la série de termes général moins un, puisqu'on sait que la série de termes général un et la série de termes moins un, elles sont de même nature. Alors si on est sur un cadre positif, alors dans ce cas-là, on a beaucoup de résultats. On a le critère d'équivalence. Alors le critère d'équivalence, je le mets en numéro 1 parce qu'il donne un peu plus, que prévu. Le critère d'équivalence, c'est déjà, quand vous avez un équivalent du terme général, vous pouvez avoir des renseignements sur son signe. Donc déjà, pour savoir dans quelle case on est ici ou ici, on aura probablement été amené à chercher un équivalent pour savoir si la suite est de signe constant à partir d'un certain rang ou alors si elle n'est pas de signe constant à partir d'un certain rang. Donc ce critère d'équivalence qui permet de démontrer que la série converge ou que la série diverge, tout dépend à quel équivalent on aura abouti. Critère de comparaison, inégalité, hein. Là aussi, hein, c'est un critère qui permet de montrer aussi bien qu'une série converge ou qu'une série diverge. Tout dépend si on a obtenu une majoration, une minoration, voilà, par une majoration par une série convergente ou minoration par une série divergente. On a vu d'ailleurs qu'on pouvait associer à ce critère de comparaison plein d'inégalités célèbres. Donc là, on a un critère assez efficace dans le cadre d'un terme général qui est donné concrètement. Il y a le critère du n-alpha, qui n'est autre qu'une comparaison à une série de Riemann. Et il y a le critère de d'Alembert, qui n'est autre qu'une comparaison à une série géométrique. Tous ces critères-là permettent de démontrer qu'une série converge pour le premier, converge ou diverge pour l'autre, tout dépendra de la limite. Et enfin, il y a l'étude des sommes partielles. Il ne faut pas négliger cette étude des sommes partielles. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisera dans un contexte en général abstrait. C'est-à-dire quand vous avez une série dont le terme général est donné par des propriétés mais n'est pas connu explicitement. Donc ça vaut vraiment le coup d'étudier la suite des sommes partielles. Il y a un autre cas qui est aussi probant, c'est quand on vous demande la somme en plus. Là, dans ce cas-là, l'étude des sommes partielles, clore la suite des sommes partielles, ça sera évidemment le must, hein. Donc, mais là, on est dans le cadre de la nature, on n'est pas dans le cadre de la somme. Donc dans le cadre de la nature, moi, les suites des sommes partielles, je l'étudie quand je suis face à un exemple abstrait où
je sais que la suite, elle présente des propriétés particulières, mais où je ne connais pas son terme général explicitement. Alors, regardons d'un petit peu plus près ce que donnent ces différents critères. Alors, le critère d'équivalence, il permet aussi bien de montrer la convergence que la divergence, le critère de comparaison aussi. Le critère du N-alpha, lui, il prouve uniquement la convergence. Le critère de D'Alembert peut prouver les deux, et l'étude des sommes partielles peut prouver les deux. Donc dans ces critères-là, il y a quand même un critère qui est un peu à part. Celui-là, il ne prouve a priori que la convergence, alors que les autres, ils peuvent aussi bien mener vers de la convergence, si je prends l'intégralité des autres, que vers de la divergence. Donc là, on a a priori deux ponts. On peut aller vers de la convergence, on peut aller vers de la divergence, sauf pour le critère du N-alpha. Donc là, on voit que pour les séries à terme positif, on a énormément de résultats qui peuvent nous inspirer pour démontrer que cette série converge ou éventuellement que cette série diverge. Alors maintenant, si la série n'est pas à terme positif, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, on va dire signe constant. Hein. UN n'est pas de signe constant, je peux le dire comme ça, puisque si c'est négatif, on a dit qu'on pouvait faire la même chose. N'est pas de signe constant. Alors, même à partir d'un certain rang, bien sûr. Hein. N'est pas de signe constant, quel que soit le rang, on va dire. Hein. Quel que soit le rang à partir duquel on l'étudie. Donc là, on a plusieurs choses à regarder, et là, par contre, il y a un ordre dans lequel je ne déroge pas. La première chose à regarder, c'est l'absolue convergence. Donc, si la série des UN est absolument convergente. Alors, l'absolue convergence, ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler avec de la convergence. Si j'ai absolue convergence, alors j'ai convergence. Par contre, si j'ai pas absolue convergence, je peux rien dire. C'est-à-dire que l'absolue convergence est un critère de convergence, ni plus ni moins. Si la série est absolument convergente, alors la série est convergente, et dans le cas contraire, eh bien, il faudra trouver autre chose dans l'étude. Le deuxième critère sur les séries qui ne sont pas de signe constant, c'est le critère spécial sur les séries alternées, qui lui aussi est un critère qui ne prouve que de la convergence. Donc là, encore une fois, ce sont des flèches simples, ce sont des flèches qui mènent essentiellement vers de la convergence. Et enfin, le résultat principal, on va dire, quand on a des séries, un terme général de série qui n'est pas de signe constant, c'est faire un développement asymptotique du terme général. Faire un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme de signe constant et ou, pour avoir les deux, absolument convergent. Et dans ces cas-là, on va utiliser, comme ce qu'on peut d'ailleurs utiliser ici, c'est vrai que je n'ai pas envisagé ce cas-là, on va utiliser tout ce qu'on sait sur les séries convergentes. Leur somme, est-ce qu'elle est convergente, une somme de séries convergentes, quand j'ajoute une série convergente à une série divergente. Donc là, on va pouvoir associer à ça toutes les opérations sur les séries divergentes pour pouvoir établir soit de la divergence, soit de la convergence. Donc là, il y a une double flèche. Il y a une flèche qui permet de démontrer que la série diverge. Bah, typiquement, quand vous avez la somme d'une série divergente et d'une série convergente, bah, la série sera divergente. Ou alors, la série converge. Typiquement, vous avez la somme de plusieurs séries convergentes. Et on sait que les opérations algébriques sur les séries convergentes nous permettent d'établir la convergence de la série quand elle se découpe en somme de séries convergentes. Voilà pour moi, c'est ce plan-là que j'ai dans la tête. Et vous avez vu que je traite les choses dans un certain ordre. Hein. Déjà la condition nécessaire de convergence, puis le signe qui est souvent accompagné d'un équivalent d'ailleurs. Si c'est positif, ces critères-là. Si la suite est donnée explicitement, bah plutôt des critères explicites. Si la suite est donnée de façon abstraite, c'est-à-dire par des propriétés qualitatives et pas quantitatives, eh bien dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas négliger l'étude qui est croissante, dont on peut récupérer des propriétés, notamment avec des sous-suites. Et si la suite n'est pas de signe constant à partir d'un certain rang, l'absolue convergence, c'est la première chose que j'étudie puisqu'elle me ramène cette absolue convergence, hein, elle me ramène dans le giron des théorèmes du dessus. Hein. L'avantage de l'absolue convergence, c'est qu'on va avoir une série à terme positif. Donc on revient quelque part à cette partie-là, mais pour la série des modules. Si ça ne fonctionne pas, on regarde si on est dans le cadre spécial sur les séries alternées, donc un cadre très restrictif, mais qui marche quand même relativement souvent.
Et enfin, le must, c'est d'être capable de créer un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme absolument convergent. Voilà. Donc ayez bien cet algorithme en tête pour pouvoir étudier sereinement une série. Je dis oralement un dernier cas, quand on vous demande de déterminer la nature d'une série et de calculer sa somme, alors dans ce cas-là, on peut effectivement montrer la nature, étudier la nature de la série par ce protocole, mais il faudra attaquer la suite des sommes partielles. Et là, y a juste deux possibilités pour l'instant, c'est qu'elle soit associée à une somme géométrique. Très souvent d'ailleurs, on a des réécritures du terme général avec une intégrale d'un terme géométrique, mais il faudra la relier à une somme géométrique ou à une somme télescopique. Ça sera grosso modo les deux sommes qui vont nous aider à déterminer la somme de la série. Voilà, je ferme ce petit paragraphe, cette petite parenthèse sur la nature d'une série. Mais travaillez bien cette idée-là, parce que comme ça, vous aurez une vision plus globale de votre cours et de comment on l'utilise. Voilà.